eh ben, on a tous la même information. Et si mon premier intervenant n'est pas d'accord, il peut aller vérifier l'information auprès des autres participants au niveau de l'écosystème. Et là, on a quelque chose qui fait foi, qui donne confiance, qui donne de la transparence. Et c'est grâce à ce mode de fonctionnement que la blockchain va être intéressante dans des projets informatiques. C'est vraiment ce système où on se met d'accord sur le mode d'écriture qui fait en sorte que tout le monde a la même information et la partage. Et là, du coup, on a quelque chose d'hyper fiable. Alors, je pense que personne ne me connaît avant ce soir, mais je vais vous dire quelque chose et vous allez avoir confiance, vous allez me croire. Je vais simplement vous dire qu'il est 18h45. Vous avez tous accès à votre montre, votre téléphone, la pendule de votre ordinateur. Et bien, globalement, tout le monde est d'accord parce que tout le monde a l'information. Et si quelqu'un rentre dans cette réunion, dans ce meet-up, ça peut être, je sais pas, Cédric O, Bill Gates, qui vous voulez, et qu'il essaye de nous faire croire qu'il est 18h15, ça va être très compliqué pour lui parce que dans l'écosystème, on a tous la même information. Il est 18h45, point. Il n'est pas 18h15, il n'est pas 13h, il est 18h45. Et parce qu'on a tous l'information, on a vraiment quelque chose qui a énormément de valeur, qui a de la confiance, de la transparence, tout ce que vous voulez, c'est indiscutable. Et ben, c'est ça le fonctionnement des blockchains. Plusieurs participants possèdent l'information, la même information, et donc du coup, tout le monde est d'accord. Alors, comment on va l'utiliser? Alors, du coup, on va réussir à faire cette chaîne de blocs, mais on va pouvoir l'utiliser sur des projets informatiques. On sort de l'image de la réunion et au lieu de mettre des participants à une réunion, ben, on va mettre une usine, on va mettre de la logistique, on va mettre des camions, on va mettre du transport en avion, des magasins. Et tous ces intervenants, aujourd'hui, ils ont besoin de communiquer les uns avec les autres. Alors, on fait des projets Big Data sur l'usine, la logistique, le co-packing, enfin l'entrepôt, le magasin. Ça, on sait très bien le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, de faire en sorte que les participants soient d'accord sur l'information et qu'on puisse partager de l'information sur des projets Big Data, ça reste quand même un petit peu compliqué. Donc, il faut bien comprendre que là, on a tout un socle qui est fait, qui est très intéressant et très important sur les projets Big Data, mais de faire participer les intervenants et de partager de l'information, là, c'est un peu plus compliqué et c'est ce point-là que les blockchains vont combler. La blockchain n'est pas une base de données, elle ne va pas remplacer le Big Data, loin de là, c'est vraiment un mode de partage d'une certaine information. Alors, quelle information on va partager? Ça peut très bien être de l'information dans l'usine. J'ai des matières premières, j'ai des lots de fabrication, de l'emballage, ma matière première va être transformée, et tous ces points de fabrication, parfois c'est des logiciels différents. Et bien la blockchain, si on reprend l'exemple de la salle de réunion, on va pouvoir partager de l'information entre ces applications. Mais il y a un autre point, c'est l'extérieur. Quand mon produit est fabriqué, on a des transporteurs, des distributeurs, de la douane, du magasin. Et là aussi, ça va être très intéressant de partager l'information, de faire réellement ce fil conducteur qu'on a du mal à faire avec les applications traditionnelles. Et ben, c'est là où la blockchain va intervenir. Alors, il y a deux types de blockchain, privées et publiques. Je vous les ai représentés ici. Donc là, on va retrouver le socle qu'on a évoqué tout à l'heure, nos projets Big Data, et avec ce cloisonnement qui est très compliqué entre les projets pour faire transiter l'information. Et ben, ce fil conducteur horizontal, ben justement, on va reprendre notre système avec nos participants de la salle de réunion et tous les intervenants vont discuter entre eux avec ce même système qu'on a évoqué tout à l'heure, qu'on a décrit avec nos blocs qui sont mis les uns après les autres, en respectant le mode de fonctionnement qu'on a évoqué, c'est qu'un seul intervenant écrit à un instant T, quand il a écrit une information, les autres la recopient chez eux, et ben on va pouvoir mettre en place une blockchain interne, c'est la privée, on va mettre plus d'informations, des informations aussi confidentielles, de prix, de marge, de coût, vous mettez tout ce que vous voulez parce que vous êtes en interne à votre écosystème. Et une deuxième blockchain publique où là, on va pouvoir mettre des informations, par exemple, sur le CO2, le mode de transport, est-ce que mon producteur est éco-responsable, est-ce qu'il fait du bio? Ça, c'est de l'information qu'on veut externaliser aux consommateurs. Et bien, elle, on va la mettre dans une blockchain externe, et la blockchain externe, on l'appelle la publique. Donc, vous avez la privée en interne, qui contient plus d'informations et notamment des formations de production. Et vous avez la blockchain externe qui va être sur des informations non confidentielles. Et au contraire, on veut les rendre disponibles à tout le monde. Et c'est là où on va créer une blockchain extérieure qu'on appelle publique. Alors, de là, on va pouvoir créer des plateformes et on va pouvoir aussi intégrer des données extérieures.
de la géolocalisation, des informations sur le climat, des informations métiers qui viennent de différentes applications. Et de là, on va pouvoir les intégrer dans une plateforme et on va mixer à la fois la blockchain et le big data pour avoir des informations complémentaires. Et de là, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités intéressantes et faire du BPM ou du Robot Processing Automation. C'est là où on va pouvoir rajouter de la valeur parce qu'on aura à la fois les données du big data, les verticaux que j'ai représentés tout à l'heure, et également le fil conducteur de la blockchain avec les informations qui sont partagées par tout le monde. Alors de là, on va être capable d'avoir vraiment une vision 360. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser notamment des fonctionnalités d'auditabilité de la blockchain. C'est très clair, c'est qu'en fait, vu que tout le monde partage l'information, eh ben, on va pouvoir demander à différents acteurs de valider. Mon fournisseur a validé, m'a confirmé et m'assure qu'il fait du bio. Je vais pouvoir aller vérifier et du coup vérifier ce qu'il a écrit dans la blockchain parce que tout le monde partage l'information dans le registre distribué. Donc ça, c'est un exemple. L'interopérabilité aussi va être intéressante. Il y a plusieurs blockchains, on peut les interfacer les unes avec les autres. Et le fait de partager l'information, on parlait d'auditabilité, de confiance, de partage, mais aussi on va pouvoir mettre de la certification. C'est-à-dire que plusieurs personnes vont partager l'information. Dans mon écosystème, je peux très bien mettre, je sais pas, un bureau Veritas ou un organisme qui va valider que les données sont cohérentes, étant donné qu'il participe à cet écosystème, il peut avoir les données, il peut avoir l'information, et du coup, cette notion de certification est beaucoup plus simple à mettre en place. C'est ces use cases, c'est ces usages qu'aujourd'hui, on met en place chez nos clients. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec cette notion de blocs qui sont liés les uns aux autres, ce qu'il faut voir, c'est que tout est traçable. Je parlais d'auditabilité, tout ce qui se passe dans une blockchain est auditable. Et là, du coup, on va pouvoir mettre en place des workflows de traçabilité. Ça, c'est des fonctionnalités très intéressantes et elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles concernent beaucoup de métiers différents. Un service achat, je vais avoir des matières premières, un fournisseur, je vais les envoyer dans mon usine. On voit tout de suite qu'on a un workflow, des étapes qui vont suivre les unes après les autres. Du transport, c'est très clair, on a une marchandise qui est à un endroit, à une origine, on va la transporter pour l'emmener à une destination, la réceptionner, c'est vraiment du workflow. La logistique, c'est pareil à l'intérieur de mon entrepôt. La RH, quand je vais recruter Pierre-Antoine parlait de PTC, de Positive Thinking Company. Quand nos RH nous sollicitent parce qu'il y a un recrutement, on a détecté un CV, on a détecté une personne, on a un premier entretien, deuxième, troisième, validation technique, on signe le contrat, la personne est onboardée, et ben c'est un workflow. Vous le voyez ici représenté, ça c'est un écran d'une de nos applications, et ben on est capable de suivre toutes ces étapes parce que tout va être stocké dans les blocs et on va être capable de faire le lien entre tout ce qui s'est passé depuis la première étape jusqu'à la dernière. Et là, c'est très intéressant parce que c'est assez compliqué à faire avec des bases de données traditionnelles. Alors, ce n'est pas impossible, hein. La blockchain n'a pas trouvé une place qui n'existait pas. Simplement, c'est plus facile de le faire parce que nativement, on a plus de facilité à lier les informations et à voir ce qui s'est passé dans l'écosystème. Parce que très clairement, la traçabilité n'est pas née avec les blockchains, mais ça la rend beaucoup plus facile. Et c'est ça qui est intéressant pour les projets de nos clients. Alors du coup, si on a une visibilité sur la data, nous on a un partenaire qui s'appelle Cloudera sur le big data, on est capable d'amener une visibilité. Alors suivi temps réel, hein, bien sûr, on va mettre des guillemets, on n'est pas dans de l'aéronautique ou une voiture de course, mais au moins on a une information qui est plus réactive. C'est ça qui est intéressant, c'est que vu que tout le monde discute en reprenant j'espère pour la dernière fois mon exemple de la salle de réunion, tout le monde discute, tout le monde a l'information, du coup des dashboards, des tableaux de bord peuvent être faits plus facilement que lorsqu'on allait collecter de l'information avec de l'ETL, même si maintenant avec les API c'est plus simple et plus réactif. Aujourd'hui avec la blockchain, l'écosystème partage l'information. Donc si j'ai un suivi par exemple, je vous donne des exemples de cas réels, hein, de use case, j'ai un suivi d'un producteur par exemple dans l'alimentaire, qui va produire des palettes de choux-fleurs ou de pommes de terre, de ce que vous voulez, s'il les envoie à la coopérative qui après va l'envoyer à la transformation, qui après va l'envoyer à l'usine, et ben, tout cet écosystème, si on reprend la salle de réunion, sont au courant de ce qui se passe. Du coup, ils vont pouvoir anticiper les choses, et anticiper les choses, ça veut dire s'organiser
Et ça veut dire prioriser et donc, du coup, être plus efficace et potentiellement gagner de l'argent. C'est très intéressant de faire en sorte que cet écosystème discute les uns avec les autres pour avoir des informations business. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire derrière avec ça? On a bien sûr, là, je vous ai parlé d'optimisation interne, hein, de supply chain. Ça, c'est des projets qu'on réalise aujourd'hui avec nos clients. Mais on peut aussi faire de la communication pour nos consommateurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir scanner un produit. Ça, on est en train de le réaliser en ce moment pour plusieurs clients. On va scanner un produit, ça va nous donner des informations justement sur les fournisseurs qui font partie de l'écosystème. On va pouvoir avoir la géolocalisation des fournisseurs, se rendre compte que certains sont quand même dans des pays très loin, bah, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on parle de production de plantes pour la pharmacie ou la cosmétique, mais que les autres, on a fait au maximum en sorte qu'ils soient regroupés autant que faire se peut en Europe, par exemple. Donc, toute cette information qui est liée à l'écosystème blockchain, on va pouvoir l'afficher pour le consommateur. Et vu que tout le monde partage l'information, bah, c'est très compliqué de tricher. Euh, pardon, si je veux falsifier une information, comme on l'a vu avec l'exemple des calepins dans la salle de réunion, si je veux fausser une donnée, il faudrait que je modifie tous les calepins. Et après, j'ai le mécanisme de sécurité avec les haches dans les entêtes et pieds de page. Si je falsifie, si je modifie une information, bah, ma chaîne va être brisée. Donc, il y a plusieurs mécanismes. La répartition dans tout l'écosystème de l'information fait qu'elle va être très difficilement falsifiable. Et le fait que quand c'est rentré dans une blockchain et qu'on est avec ce système d'entête-pied de page, si je modifie l'information, je romps la chaîne, mes entêtes vont plus correspondre avec mes pieds de page et du coup, je vais avoir une information, une impossibilité de falsifier la data. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire encore? Un autre cas concret, c'est qu'on a les informations sur la provenance et la destination, le mode de transport des véhicules. Et bien, si on veut travailler en écosystème, on peut capitaliser, on peut mutualiser les trajets. Et ça, en fait, on a deux clients, un rouge et un bleu. Ils ont deux trajets à réaliser. Et nous, avec des algorithmes, et c'est là où on en arrive à la data science, avec des algorithmes d'optimisation, on peut demander à faire cette tâche avec un seul camion. Et du coup, nous, on a un calcul automatique dans la plateforme. Et ça nous permet d'économiser 37% de CO2. Le fait de partager l'information, d'avoir une visibilité sur les besoins, les demandes, notamment dans le transport, dans ce cas-là, et ben, ça va nous permettre d'optimiser, de donner en quelque sorte de la data à la data science pour optimiser les trajets. Donc ça, c'est un premier exemple sur la data science. Derrière, ça nous permet d'amener de la visibilité à des services achats, qualité, en interne, où ils vont vraiment, via ce mode de partage de l'information et de la donnée fournie par les blockchains, ils vont avoir de la visibilité pour les services achats, les services qualité, les services de fabrication. On va vraiment les faire discuter les uns avec les autres. On a vraiment aussi fait un gros travail sur ce qu'on appelle la théorie des graphes, qui est utilisée par-dessus nos blockchains, et ça permet d'avoir de la visibilité sous forme déjà visuelle et d'avoir toutes les informations. Là, on a nos matières premières, le mode de transport, l'entrepôt, l'usine. On va donner vraiment une visibilité de ce qui se passe dans le business. Et là, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais la cartographie, c'est quelque chose qui est très importante sur la notion de transition écologique ou le plan de relance qui est en cours en ce moment, d'avoir de la visibilité sur le coût CO2, c'est le transport, d'où viennent mes matières premières, du produit que je suis en train de regarder en magasin. Aujourd'hui, on apporte ces informations et cette visibilité aux consommateurs. Alors le projet, je vais vous parler d'un projet qu'on est en train de finir en ce moment, où effectivement c'est un industriel. On va capter les données avec une appli mobile, donc ça c'est le premier point d'entrée. Et là, le fournisseur qui fait partie de l'écosystème, eh ben, il va pouvoir mettre en avant sa charte bio, le mode de transport, tout ce qui va le caractériser, ce qui fait du bio, toutes les informations concernant sa matière première. Là, on va rentrer dans l'usine. Donc ça, on avait déjà ces informations, mais comme je l'ai expliqué, tout était cloisonné et nous, on va créer ce fil conducteur. On va envoyer toutes les informations dans la plateforme Communify et là, on aura un premier lot sur la partie supply chain. Mais on peut l'étendre à la partie magasin, toute ma distribution en magasin, mes consommateurs. Et là, on a l'application qu'on a appelée l'application consommateur. Ça va pouvoir nous apporter des fonctionnalités sur la gestion du marché de la seconde main, traçabilité, parce qu'on va avoir tout l'historique du produit
dans cette fameuse blockchain toutes les étapes qui ont permis de créer le produit et même la vie qu'il a après la vente, hein, la seconde main. En ce moment, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'entreprises. Et ça, on va aussi pouvoir l'enrichir. Alors là, c'est pareil, hein, c'est des notions de web scrapping. On va intégrer des données extérieures via des technos big data ou API. On peut aussi faire du QR code ou du RFID. Et là, on va enrichir notre information. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que cette information a été mise à disposition du consommateur, on peut aussi capter de l'information du consommateur. Et cette information-là, on va la réinjecter. Alors techniquement, ça s'appelle du demand sensing. À partir du terrain, on va être capable de piloter les achats de matières premières. Et tout ça, on va être capable de le faire parce que la chaîne, elle a été montée depuis la matière première jusqu'au produit fini. Mais on sait aussi remonter de l'information depuis le client jusqu'aux besoins de matières premières. Et là, on a un cycle vertueux d'optimisation. Et aujourd'hui, c'est vraiment des projets qui intéressent beaucoup d'entreprises parce que c'est très compliqué d'avoir cette visibilité. Il y a plein de logiciels dans les entreprises, mais une visibilité qui va se plugger par-dessus, qui va permettre d'avoir le fil conducteur sur toutes les étapes. Aujourd'hui, c'est vraiment les technologies blockchain qui sont capables d'apporter ça. Sur la partie big data, on l'évoquait à un moment donné, c'est que nous, on va aller capter de l'information des différents logiciels, hein, ERP, CRM, TMS, WMS. Il y a plein de logiciels spécialisés dans l'entreprise qui ne discutent pas forcément les uns avec les autres. Nous, on va aller les capter, mais on va aussi pouvoir capter de l'information qui va venir d'IoT, de composants extérieurs. Ça se développe vraiment beaucoup. Nous, on a un partenariat avec Sigfox, qui est une société française, mais il y a plein d'éditeurs et de fabricants aujourd'hui qui permettent de capter les données via des backbones, via des API. Donc ça arrive, ça se démocratise de plus en plus dans l'industrie 4.0. On va collecter l'information, on va l'injecter dans notre plateforme, on va pouvoir la mettre dans Neurochain, même dans d'autres blockchains. Nous, on est totalement ouvert, faire de la publique et de la privée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et derrière, on va pouvoir créer un data hub. Et là, cette connexion avec toutes les sources qui ont été collectées et transformées via la plateforme, derrière, on va pouvoir faire des applications. Et je vous ai parlé d'applications mobiles pour le consommateur, d'applications pour le fournisseur, d'applications pour les services internes, achat, qualité, supply chain. Derrière, on va créer des applications avec PTC où c'est notre cœur de métier de créer des applications, mais qui vont se baser sur toute cette collecte de données. Alors, nous, généralement, on découpe les projets en 3 étapes. La première étape, on va échanger avec le client, on va faire une maquette, c'est assez rapide, on ne passe pas trop de temps là-dessus, on va généralement passer très vite sur du MVP. Donc, le MVP, c'est quelque chose qu'on va réutiliser. Avant, on appelait ça un POC, maintenant, on est plus sur du MVP, qui va nous permettre de créer la première étape du projet. Et cette première étape, après, on va la passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va rajouter, on va redéfinir une architecture qui est cohérente avec le besoin, on va sécuriser, on va faire l'hébergement, on va créer toute la collecte de données, on va vraiment monter en puissance avec le projet. Ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est l'utilisation de tout ce qui a été mis en place. À partir du moment où on a fait le passage à l'échelle et qu'on a collecté toutes les données, on va pouvoir automatiser les transferts, automatiser les analyses. Et si on a automatisé l'analyse, on peut automatiser les alertes, identifier ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Alors ça, c'est plus du KPI, hein, c'est de l'indicateur. C'est assez simple, mais ça nous permet déjà d'avoir des fonctionnalités intéressantes. Et là où on va aller plus loin, c'est sur la troisième étape. Parce qu'à partir du moment où on a créé ce socle de données qui va mixer à la fois de la blockchain et du big data traditionnel, on a un socle de data qui va être très intéressant pour faire du machine learning, de l'IA, prédiction et prescription. Ça va être des étapes qui vont pouvoir être réalisées parce qu'on a cette visibilité globale de bout en bout grâce au couple big data et blockchain. Alors, cas d'usage dans la data science, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu, hein, le plus important, c'est l'O3, c'est-à-dire qu'on va pouvoir capitaliser sur toute la traçabilité, la distribution, la vente, les remontées du client. Et là, on va pouvoir tout réinjecter après analyse pour piloter les matières premières.
j'ai lancé un produit qui marche super bien, il y a une attente, un bon ressenti et les clients sont hyper satisfaits. On va mixer ça avec de l'analyse de réseaux sociaux. Bah, si j'ai toutes ces informations-là, il faut vite que je commande plus de matières premières. À l'inverse, mon produit ne marche pas, il est très mal accueilli, et ben on va ralentir la matière première. On ne va pas attendre, rester les bras croisés, fabriquer des tonnes de produits qui ne marchent pas sur le terrain pour qu'ils me restent sur les bras dans les entrepôts. C'est ça que, en fait, la data science va capitaliser, va pouvoir utiliser toute cette donnée qui va être collectée de bout en bout sur la traçabilité, est enrichie par d'autres données et par d'autres applications. Et là, on aura vraiment une utilisation efficace et intéressante de la donnée et on va pouvoir vraiment l'utiliser avec la data science. Et c'est vrai que nous, j'ai parlé de la théorie des graphes, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, les deux plus grosses sociétés, c'est Facebook et LinkedIn qui utilisent à fond la théorie des graphes. Mais au lieu de faire Facebook, c'est les amis d'amis qui sont reliés entre eux. LinkedIn, c'est les collègues et les entreprises qui sont reliés entre eux. Nous, on va relier des étapes de fabrication, des étapes de transport, des étapes de vente, des business process de l'entreprise. Et toutes ces étapes vont pouvoir être reliées grâce à la fois à la blockchain et analysées après coup avec le big data et la data science. Et là, j'en ai fini. Du coup, on peut passer aux questions-réponses pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus ou de creuser peut-être. Donc, il y a déjà une première question de Kim qui demande combien de temps dure en moyenne un projet. Alors, en moyenne, c'est assez compliqué à dire parce que ça dépend vraiment du périmètre, mais en 3 mois, on peut mettre quelque chose en place. Sur un périmètre maîtrisé, sur ce que je vous ai présenté, le plus compliqué, ce n'est pas la partie technique, c'est vraiment la création de l'écosystème et notamment le onboarding des fournisseurs. Ça prend beaucoup de temps. La mise en place, l'implémentation d'une plateforme technique, si on parle que de la partie technique, ça peut aller quand même assez vite, mais c'est comment on va alimenter tout ça qui va prendre un petit peu de temps. Mais voilà, pour avoir un ordre d'idée, en 3 mois, on peut créer quelque chose et après, tout compris, en 6 mois, 6-8 mois, on a quelque chose qui tourne. Ok, j'avais une question aussi. Déjà, merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Et, merci pour aussi la pédagogie avec laquelle tu as expliqué la blockchain. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus claires maintenant. Et j'avais une question, c'était plutôt pour l'accès, la rapidité d'accès aux données. Parce que du coup, on voit bien que la blockchain, ça met du coup en avant tout ce qui est la traçabilité, le fait que c'est bien plus sécurisé, etc. Mais au niveau de l'accès, à la vitesse d'accès à la donnée pour les calculs, etc., enfin, tout ce qu'on a accès après, c'est quoi un peu est-ce que c'est plus lent, plus rapide? C'est quoi par rapport à une base de données traditionnelle de Big Data, par exemple? Alors, ça ne sera pas plus rapide, ça sera dans certains cas plus lent. En fait, c'est la réponse, c'est que le but, c'est effectivement qu'on partage de l'information dans un écosystème. Donc, la rapidité n'est pas le premier besoin. Si on veut quelque chose d'hyper rapide, ça ne va pas être la blockchain qu'on va choisir. Par contre, quelque chose d'infalsifiable, qui va être pérenne dans le temps, qui va permettre d'échanger de l'information, là, ça va avoir du sens. Si on veut faire des choses rapides et distribuées, bah, clairement, il y a Cassandra, on parlait de base de données tout à l'heure, qui est une base qui a vraiment des similitudes avec la blockchain parce qu'il n'y a pas de nœud principal. Cassandra, tout le monde, c'est un peu le même principe avec un algorithme de consensus d'ailleurs à l'intérieur. Et si on veut quelque chose de distribué, de rapide, vaut mieux s'orienter là-dessus. Par contre, si on veut quelque chose qui soit hyper ouvert, de gravé dans le marbre, qui soit partagé par tout le monde, là, ça peut avoir du sens de partir sur de la blockchain. C'est en fonction du projet, on va choisir l'un ou l'autre, mais c'est vrai que la rapidité, sauf sur une privée où là, on peut se poser même certaines questions de mettre une blockchain ou une base de données, mais sur une publique, ce n'est pas la rapidité qui va caractériser les blockchains. Par contre, quand on a créé un produit, comme je l'évoquais, de la matière première jusqu'à l'usine et qu'on veut graver tout le process et des informations sur les matières premières, là, on n'a pas besoin que ça soit rapide parce que déjà, le cycle de fabrication, parfois, c'est plusieurs mois. Donc, dans ces cas-là, ça marche très bien. Par contre, si on a besoin de quelque chose qui est hyper rapide, certaines blockchains sont très rapides, mais on peut se poser la question s'il ne vaut mieux pas utiliser une base de données distribuée si la vitesse est un des critères importants.
Et j'avais une deuxième question, parce que du coup, vous avez dit dans le début de la présentation que ça remplaçait pas, que ça venait en compléter un peu toutes les bases de données qu'on avait déjà actuellement. J'ai du mal un peu à comprendre l'interaction en fait d'une base de données classique avec une base de données du coup blockchain, comment les deux coexistent dans un même environnement. Alors, en fait, elles vont cohabiter par une plateforme, par une application. Très clairement, si on a besoin, je reprends l'exemple hein, dans la cosmétique, on a des plantes qui sont bio et on a envie de certifier ça tout au long du cycle de fabrication. Bah, là, on va avoir un workflow, c'est cette partie-là qui va aller dans la blockchain. Par contre, tout ce qui va compléter ce workflow, c'est-à-dire les quantités, les prix, les marges, toutes les informations sur la vente, les volumes, comment ça a été transporté, bah ça, on va le mettre dans une base de données traditionnelle. Et du coup, c'est très simple, on va faire une jointure entre l'étape de workflow et des données qui sont dans des bases de données traditionnelles. Et c'est là où on va avoir en fait le backbone, l'ossature du workflow dans la blockchain, où on va certifier que c'est bien la bonne matière première qui est dans mon produit fini. Mais si je veux rajouter, croiser de l'information, eh ben elles vont être dans des bases de données traditionnelles. Et c'est une plateforme, lorsqu'on va vouloir restituer de l'information. Je parlais du service qualité d'une entreprise. On a des étapes à passer les unes après les autres avec plein d'informations. Bah, elles vont être dans des bases de données traditionnelles. Mais à quelle étape de mon cycle de fabrication mon produit est à un instant T, ça, l'information va être dans la blockchain. C'est une complémentarité entre une petite information qui a beaucoup de valeur, c'est à quelle étape de fabrication en est ma matière première, comparé à des gros volumes d'informations, et notamment parler sur des clusterings de clients qu'on va pouvoir faire, bah ça, on va être dans des bases de données traditionnelles. Et une plateforme va faire le lien entre les deux, et du coup, on va pouvoir enrichir le workflow avec des bases de données traditionnelles. D'accord, donc en fait, finalement, on va pas stocker les mêmes informations dans deux endroits. Et en fait, finalement, le fait de mettre cette blockchain-là, ça va juste rajouter pas mal d'informations qu'on n'avait pas forcément accès auparavant. Du coup, ça Et peut enrichir la base de données, enrichir les analyses qu'on va faire par la suite, quoi. les deux vont s'enrichir mutuellement. Et c'est la plateforme qui va permettre de vraiment valoriser ces informations. Si je reprends l'exemple, dans la blockchain, on va avoir, j'ai 3 plantes pour fabriquer un produit, à quel moment je les ai réunies dans un batch, à quelle étape de fabrication j'en suis, quelle étape qualité j'ai passé et à quelle date et à quelle heure. Par contre, toutes les autres informations vont rester dans les bases de données. Les gros volumes seront dans les bases de données. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a des questions dans le chat qui sont arrivées. Est-il pertinent d'utiliser de la blockchain dans des projets IoT avec des données en temps réel? Alors, très clairement, il y a des blockchains. Il y a iOS qui s'est spécialisé là-dedans. Iota fait ça également. Ça peut être intéressant dans les projets de Smart City. Notamment, on va collecter de l'information sur le météo, température, tout ce que vous voulez, qui va venir d'IoT. Et certains systèmes blockchain ont commencé à travailler là-dessus. Il y a des sujets aussi sur de l'énergie verte, où de l'info d'éoliennes va pouvoir être collectée dans un écosystème blockchain. Il y a des choses qui commencent à arriver là-dessus qui peuvent être intéressantes. Alors, il y a une autre question dans le chat qui serait plus pour un échange privé, donc je pense Frédéric, je t'invite à regarder la question peut-être et peut-être échanger un mail avec le D'accord? participant. Et sinon, moi j'avais une autre question. C'est si jamais, imaginons, j'ai un de mes fournisseurs ou de mes transporteurs qui ne veut pas faire partie de ce système de blockchain pour des raisons de coût ou parce qu'il n'a pas envie d'exposer ses données internes. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça met en péril tout le projet ou est-ce qu'il y a moyen de Alors, contourner? c'est une très bonne question parce que là, le onboarding, c'est vraiment un point crucial dans le projet. Il y a plusieurs méthodes. Si j'ai vu certains clients qui ont dit à leurs fournisseurs, bah, si vous ne voulez pas participer à ça, on ne bosse plus ensemble. C'est un peu violent, mais je l'ai vu. Ouais, mais dans le green, à un moment donné, si on veut certifier les choses et qu'un un industriel veut montrer patte blanche, ça peut être une méthode. La deuxième méthode, c'est de lui faire comprendre que c'est son intérêt
Et là, aujourd'hui, nous, quand on contacte des fournisseurs pour nos clients, pour leur expliquer ça, très clairement, ils nous disent qu'ils sont sollicités un peu de partout. Donc, celui qui ne veut absolument pas, à un moment donné, il va quand même avoir pas mal de soucis. Donc, voilà, il y a le côté un peu rigide, mais c'est le droit de l'industriel de dire c'est ça et rien d'autre. Mais effectivement, c'est violent. Et puis l'autre, c'est toute la partie pour le convaincre, en fait, lui dire que c'est son intérêt d'être transparent et que globalement, c'est vrai que c'est une tendance qui va vraiment embêter ceux qui ne veulent pas, mais c'est un peu ce qu'a le consommateur attend. Il y a une question sur les fausses données. Ça, c'est très intéressant, c'est que là, beaucoup de gens se posent cette question. Si je rentre une donnée fausse, je reprends l'exemple de la salle de réunion où on dit qu'une boîte a signé un contrat pour 4 millions d'euros avec une autre. Si quelqu'un écrit 40 millions au lieu de 4 millions, ben, c'est 40 millions qui va être écrit. Ce n'est pas le rôle de la blockchain de vérifier l'information. Par contre, c'est le rôle de la blockchain de dire si c'est ça qui a été écrit, ça ne bouge pas, c'est ça et rien d'autre. Donc, elle ne va pas vérifier l'erreur. Par contre, elle va garantir qu'il n'y a pas eu de modification de l'information. Et si on veut que la blockchain écrive des choses correctes, ben, il faut mettre un mécanisme de vérification au-dessus. Et si le mécanisme de vérification a bien été vérifié dans le RP ou autre, que c'est bien 4 millions qui a été vendu, une fois que c'est écrit, c'est écrit. Donc, c'est des complémentarités. Ce n'est pas à la blockchain de vérifier. Par contre, elle va garantir que ce qui a été écrit n'a jamais été modifié ou falsifié. Du coup, dans ce cas-là, par exemple, on peut très bien pas réécrire sur ce qui a été fait ça, mais changer, rajouter comment dire, une bloc de cette réunion-là en disant que finalement c'était 4 millions et pas 40. Il y aura toujours les 40 décrits, mais Alors, la prochaine fois, les personnes réutiliseront, enfin, je veux dire, dans la base de données, ils réutiliseront 4, même si 40, ça ne fera pas toujours partie de la chaîne. On c'est pourra ça. très bien corriger de cette façon-là sans modifier ce qui a été écrit la première fois. Oui. Alors, du coup, on peut effectivement mettre des correctifs. Dire on a écrit 40 millions tel jour à telle heure, c'est gravé dans le marbre, mais après vérification, c'est 4, totalement. Mais par contre, on ne va pas modifier les 40 en 4. C'est ça c'est ce mode de fonctionnement. Mais derrière, c'est hyper puissant parce que si on a quelque chose de fiable derrière, enfin, on peut, en France, il y a des professions réglementées, mais c'est le rôle d'un notaire. C'est d'être le garant qu'on a bien acheté un appart ou que tel terrain appartient à telle personne. Et là, on pourrait le digitaliser, sauf que c'est réglementé en France, mais on peut très bien le mettre sur un autre sujet, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y en a une dans le chat. La blockchain est-elle vraiment inviolable niveau sécurité? Et si ce n'est pas le cas, que se passe-t-il si cela arrive? Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de limiter les références à la crypto, mais aujourd'hui, il y a des milliards qui sont sur le Bitcoin. S'il y avait des doutes, ou il n'y a rien d'impossible, attention, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais il y en a beaucoup qui ont essayé de le casser, de récupérer des choses. Ça a été possible, ça a été fait sur Ethereum, mais par des erreurs de programmation. Mais la blockchain en tant que telle, avec son mode de fonctionnement, c'est quand même hyper robuste. Je ne dis pas infalsifiable ou inviolable, mais c'est quand même très, très, très robuste. Avec le use case crypto-monnaie, s'il y avait eu des possibilités de fraude ou de fuite, ça serait vu et des gens seraient devenus très riches de façon anormale. Je ne dis pas que c'est normal aujourd'hui avec la volatilité, mais de façon anormale, certains auraient provoqué des fuites de portefeuille. Donc là, il y a un excellent use case parce qu'il y a un appât du gain qui est extrêmement important. C'est de l'argent sur des plateformes de change. On peut convertir ces cryptos dans de l'argent réel. Donc, ça donne un peu une garantie de la stabilité, du sérieux, mais ça reste de l'informatique. Voilà, tout est possible. Mais le fonctionnement en tant que tel, c'est quand même assez fiable. Mais sans mettre du 100% et mes deux mains à couper, mais c'est quand même assez fiable parce que, encore une fois, on utilise la crypto. C'est quand même des choses qui sont, si un jour la crypto casse avec
il y a les ordinateurs quantiques, ça arrivera, mais déjà, on est déjà en train d'anticiper ça avec des algos qui vont résister au quantique. Mais si la crypto casse, c'est plutôt vos comptes en banque traditionnels et les cartes bleues qui vont en souffrir avant la blockchain. Pour garantir les perfs, c'est pareil, c'est très compliqué de garantir des perfs sur un système distribué. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la performance n'est pas forcément un des objectifs de la blockchain. Certaines sont très rapides, il y a du Ripple, il y a du Stellar, qui eux sont très rapides, mais ce n'est pas ce qui est recherché. C'est vraiment le fait d'enlever ces tiers de confiance, notamment dans le transfert d'argent, on n'a plus de banque, on se transfère la crypto-monnaie en direct, c'est de partager l'information dans un écosystème et c'est aussi de certifier l'information. À partir du moment où on est plusieurs à la posséder, ben on peut lui donner de la valeur et la certifier. Et ce n'est pas vraiment la vitesse qui est l'objectif dans ce type de projet. Si on veut faire un projet distribué qui va hyper vite, ben on va utiliser d'autres technos. Je parlais de Cassandra tout à l'heure, ou des fonctionnalités d'AWS ou autres, mais ce n'est pas forcément la blockchain qui sera le meilleur candidat pour garantir et assurer de la vitesse sur les performances. J'ai une autre question par rapport à plus l'infrastructure va durer dans le temps, plus il y aura d'informations dessus, plus ça va être lourd comme information. Est-ce qu'au bout d'un moment, on purge ou on laisse toute l'information tout le temps? Parce que là, c'est encore neuf, donc il n'y a pas encore des années, mais après des dizaines d'années, vu que si on prend toutes les informations de toutes les chaînes tous les batchs de produits, etc., ça va vite faire énorme au niveau stockage, consommation d'énergie, etc. C'est clair, c'est clair. Alors, il y a une autre question sur la consommation d'énergie. Je vais en profiter pour répondre aux deux. Le but, c'est pareil, c'est pas de faire de l'archivage. C'est de dire, voilà, mes batchs qui ont tourné cette année ou l'année dernière, c'est pas si on veut certifier des choses qui ont 10 ans, on va être obligé de faire des versions différentes. Et c'est comme le stockage à chaud ou à froid que vous devez connaître sur du big data ou du AWS ou autre, c'est qu'on fera la même chose, c'est que des données qui deviennent assez vieilles, eh ben, on les mettra plutôt de côté, et quand un nouveau arrive dans l'écosystème, on ne va pas lui faire repartir avec les données d'il y a 10 ans. Donc on va plutôt mettre des systèmes où quand un nouveau arrive dans l'écosystème, on va plutôt lui donner à synchroniser la dernière année ou l'année en cours, et effectivement, si on se met à synchroniser depuis le premier bloc, et c'est un des problèmes aujourd'hui d'Ethereum, pour créer un nœud de zéro aujourd'hui, c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup d'historique. Mais si on parle de blockchain professionnelle pour des industriels ou autres, effectivement, les volumes seront encore plus importants, mais il n'y aura aucun intérêt. Si on parle de certifier un produit qu'on a entre les mains avec les matières premières, le produit, il n'aura jamais 10 ans. Donc, il faudra qu'on fasse ça en cohérence avec ce que le client voudra mettre dans son projet. Et pour la partie écologique, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros problème pour moi des blockchains actuelles. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est la consommation électrique de la Suisse. C'est gigantesque juste pour de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas beaucoup sur Terre à en avoir, et c'est la consommation d'un pays quand même qui est pas minuscule. Et en fait, tout ça vient du consensus, de comment on va désigner, si je reprends la salle de réunion, comment on va désigner qui va écrire le prochain bloc. Et en fait, le consensus actuel, c'est le proof of work, c'est-à-dire qu'on va demander une masse de calculs à un ordinateur, ils vont se tirer la bourre, ils vont essayer de faire une compétition, et en fait, on va donner à tout le monde un truc à décrypter, et le premier qui l'a décrypté, il a le droit d'écrire le bloc. Donc, il a le bâton témoin. Mais du coup, vu que le Bitcoin est monté très, très, très haut, quand vous avez le droit d'écrire un bloc, vous en touchez une certaine quantité, et ben du coup, c'est les rewards, ce que vous touchez en récompense, sont devenus extrêmement lucratifs, et des gens ont monté des data centers entiers, ce qui explique aujourd'hui la consommation hyper élevée. Et nous, quand on a créé NeuroChain, c'était un des sujets qu'on voulait traiter, et nous, on a créé notre propre algorithme de consensus, qui est complètement différent du proof of work. Ce n'est pas une preuve de travail qu'on va demander, c'est une preuve que ce que vous avez injecté dans la blockchain va être réutilisé par d'autres. En fait, le but de l'algorithme de consensus, c'est juste de désigner la prochaine personne qui va écrire le bloc. Donc, nous, en termes de consommation, on est totalement ridicule. C'est juste la consommation de la machine. Et nous, on fait tourner ça sur des machines très petites. Alors qu'aujourd'hui, pour
faire du minage, hein, pour ceux qui connaissent le concept. Là, il faut des machines même spécialement designées pour ça et qui consomment énormément d'énergie. Donc, c'est l'algorithme de consensus qui fait que si on en utilise un autre, on est capable d'être beaucoup moins consommateur en énergie que ce qui existe aujourd'hui. Mais je ne vais pas cracher dans la soupe, hein. Le Bitcoin, ça a permis de faire connaître la blockchain. Donc, on va respecter un petit peu les ancêtres, c'est très bien. Et maintenant, bah, ça évolue, comme les bases de données, comme tout évolue aujourd'hui, bah, la blockchain aussi évolue. Et j'avais une autre question aussi, parce qu'on dit que ça consomme énormément, mais finalement, les data centers classiques consomment aussi énormément. Est-ce que ça consomme beaucoup plus que les data centers classiques, ou en fait, finalement, déjà, quand on stocke les données, ça consomme déjà énormément d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a un gap qui est énorme entre les deux, ou finalement, parce que la donnée, il faut la stocker dans tous les cas. Alors, en fait, Est-ce que c'est bien plus gourmand ou pas? oui, beaucoup, beaucoup plus. En fait, quand on a un data center avec des applications, bah, c'est comme si vous avez des machines chez vous, elles ne sont pas à 100% en permanence. Elles tournent, j'ai un pic, parfois, il y a des machines qui sont à 15% d'utilisation parce qu'elles ont été surdimensionnées par rapport aux besoins. Une ferme de minage, elles sont à 100% en permanence. C'est impressionnant. C'est là la grosse différence, c'est que les CPU, elles sont utilisées à fond en permanence pour essayer de décrypter ce fameux bout de code qui va permettre potentiellement d'avoir le droit d'écrire le bloc et de toucher la récompense. Donc ça consomme vraiment, vraiment beaucoup pour pas grand-chose. Si on parle de, je sais pas, de décoder le génome ou des choses qui ont vraiment un intérêt, là, on pédale à fond sur un cycliste qui pédale à fond pour, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il va faire. C'est un peu l'image, au lieu d'avoir un objectif et un but à atteindre, là, c'est juste essayer d'avoir le droit d'écrire le prochain bloc et toute l'énergie qu'on aura consommée pour ça, elle est perdue, elle n'a aucune utilité en fin de compte. Donc, c'est un peu tout le paradoxe aujourd'hui, mais c'est clair que des nouvelles versions de blockchain, hein, on ne sera pas les seuls, vont corriger ce problème. Bah, du coup, s'il n'y a plus d'autres questions, moi, je vais vous remercier à tous les participants et merci particulier à Pierre-Antoine et à Frédéric pour vos interventions. Bah ouais, merci à vous. Personnellement, j'ai appris énormément de choses et c'était très intéressant. Super, on est content. Parfait.